Les électrons jouent un rôle clé dans le cancer. Et ça, c'est vu déjà dans les années 60 par un autre prix Nobel qui s'appelle Zhang-Joji, qui découvre la vitamine C et qui comprend qu'on ne peut pas avoir de croissance s'il n'y a pas une augmentation de la pression électronique. Et le bleu enlève cette pression et c'est pour ça que ça marche. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Masterclass avec mon invité Laurent Schwartz. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Robichon. Vous êtes cancérologue, enfant de la balle. Votre père était médecin lui aussi. C'est héréditaire, ouais. La médecine. Sauf que lui était cardio. Oui, moi j'ai préféré la cancéro. Il y a des gens qui préfèrent la cancéro à la cardiologie. Je voulais un domaine où j'avais une chance de faire une révolution. La cancérologie, quand j'ai commencé, était une spécialité négligée. Les malades mouraient, il n'y avait pas de traitement, on n'avait pas compris quoi faire. Et j'espérais, dans le temps de ma carrière, arriver à changer tout cela. Des études en France, puis vous partez travailler aux États-Unis. Et je reviens. Non, attendez, vous partez aux États-Unis, chercheur au National Cancer Institute, puis vous allez traîner vos guêtres dans le Massachusetts. Pas facile à dire. Le Massachusetts, oui, Harvard et tous ces endroits. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous pose la question, parce que est-ce que finalement ces 5 années aux États-Unis, ça n'a pas forgé un petit peu l'esprit rebelle et la façon de voir, et qui est peut-être moins conformiste que vous aviez en France? Non, mais je tiens à vous préciser, j'étais rebelle depuis la naissance. Ah bon, d'accord. C'est des choses comme ça, ouais. Ça ne se change pas. Ce qui m'a le plus impressionné, j'avais commencé par faire de la cancérologie à Strasbourg où je soignais les malades et je suis parti plusieurs années aux États-Unis et quand je suis revenu, j'ai demandé des nouvelles de mes malades et évidemment, l'immense majorité était décédée. Et c'est là où j'ai compris, à l'époque, c'était dans les années 80, que le traitement ne marchait pas et qu'il fallait mettre au point autre chose. Ce qui nous amène à la conversation d'aujourd'hui. Mais la façon de travailler des Américains n'a pas changé votre façon à vous de travailler? Non, les Américains avaient évidemment plus d'argent. Le travail était fait en groupe et ainsi de suite, mais au fond c'était la même misère humaine là-bas qu'ici. Vous publiez un livre entier sur une molécule que vous aimez bien, le bleu de méthylène, que vous publiez chez Thierry Soucard, le remède bleu miraculeux. J'ai appris un mot dans votre livre, le mot prodrogue. Qu'est-ce que c'est qu'un prodrogue? Prodrogue, oui, c'est le médicament qui est... c'est pas le médicament qui est donné, c'est un médicament qui va se transformer. Enfin, une prodrogue va se transformer en médicament dans le corps. Ou promédicament. Voilà. C'est le cas du bleu de méthylène? Non, c'est actif tout seul. Ah, d'accord. Oui. Pour beaucoup, le bleu de méthylène, c'est un colorant. Mais c'est vraiment un colorant. Alors, vous n'avez qu'à demander ça aux malades. Je peux vous garantir que les toilettes sont tapissées de bleu. Et c'est probablement... C'est-à-dire qu'ils font pipi bleu. Ils font pipi bleu foncé. Oui. Et c'est probablement une des raisons de l'oubli de ce médicament, c'est que ça tache la literie. Il suffit d'une petite incontinence pour que vous retrouviez la tache le lendemain matin. D'accord. La langue devient bleue également? Non, pas ces doses-là. Même si le bleu de méthylène, il y a une version avec couleur et une autre version sans couleur. Oui, ça dépend du pH. Mais celle que l'on donne aux malades, elle est bleue. Vous venez du monde du cancer, vous nous expliquez que depuis 40 ans, vous avez accompagné des patients incurables, et vous expliquez qu'il fallait comprendre la vraie nature du cancer. Alors expliquez-nous ce qu'on ne nous explique pas sur le cancer, c'est quoi sa vraie nature? Parce que dans votre livre, vous dites, oui, déjà on va commencer par dire, le cancer c'est une maladie simple. Alors, c'est au fil des années qu'on a fini par comprendre. Le cancer est largement perçu comme le combat du bien et du mal, les cellules qui deviennent folles et qu'il faut tuer. Ça, c'est ce qui est dans le grand public. Le tournant, c'est quelles années? Ça, c'est dans les années 1920-1950. Quand la chimiothérapie fait son apparition, on veut tuer les cellules cancéreuses et donc on va tuer le malin par des médicaments. Alors que ce soit par des drogues, par la chimiothérapie ou par la radiothérapie, c'est le combat du bien et du mal. Et ça, grosso modo, c'est le langage ambiant, et ça l'est encore aujourd'hui, à part qu'on ne tue plus avec de la chimiothérapie, mais de l'immunothérapie. Ce que nous, on comprend dans les années 2000, c'est que le cancer est un mode de fermentation. Le sucre est capté, il n'est pas brûlé, la cellule se divise en deux, se multiplie. Tout ça, je l'ai largement expliqué. Mais ce qu'on comprend dans les années 2015, c'est que le cancer, cette fermentation, elle est due à un sujet fondamental, c'est un jeu électronique.
Juste un tout petit peu d'historique. Alors là, c'est pas le cancérologue qui parle. Oui. C'est le physicien qui parle là. Non, vous savez, tout ceci. Pour comprendre quelque chose à la médecine, il faut comprendre la physique. Vous, moi, tout le monde, on répond à des lois de physique. Le fémur est plus large que l'humérus parce qu'on appuie sur le fémur et pas sur l'humérus. Tout ceci, c'est de la physique bête et méchante qu'il faut comprendre. Le problème, c'est que pour aller au domaine du cancer, il faut comprendre la physique quantique. Je tiens à vous garantir que moi, j'y comprends pas grand-chose, mais autour de moi, les physiciens comprennent et voilà. Et donc, on a fait un détour par la physique quantique. Le livre n'en parle pas parce que c'est difficile. Un petit peu. Il y en a un petit peu. Je me suis dit, tiens, il est tendance maintenant. Oui, mais j'ai essayé de ne pas en faire de trop. Ce qu'on a essayé de mettre pour les gens, c'est un guide pour que les gens puissent se traiter. Et je voudrais revenir à ce que j'essayais de vous dire avant. Les électrons jouent un rôle clé dans le cancer. Et ça, c'est vu déjà dans les années 60 par un autre prix Nobel qui s'appelle Zanjoji, qui découvre la vitamine C et qui comprend qu'on ne peut pas avoir de croissance s'il n'y a pas une augmentation de la pression électronique. Et le bleu enlève cette pression et c'est pour ça que ça marche. Bon, là, vous avez pris un raccourci. Expliquez-nous un petit peu en quoi le cancer a un lien avec ça, avec les électrons. Je voudrais pas être trop compliqué. Mais on a le temps et expliquez-nous simplement qu'on essaye de comprendre parce que c'est des choses qu'on dit jamais, ça. Bon, alors, nous sommes fondamentalement une machine à eau. Vous prenez les protons, les électrons liés à l'alimentation et vous les liez à l'oxygène, c'est comme ça que ça fonctionne, et vous faites de l'eau. Et on fabrique 1 demi-litre d'eau par jour et la synthèse de l'eau est la réaction chimique la plus puissante. Celle qui vous permet d'envoyer des fusées sur Mars ou ce que vous voulez. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, vous respirez, vous fabriquez de l'eau et ainsi de suite. Si cette machine ne marche pas bien, les électrons et les protons ne vont pas trouver l'oxygène qui est leur cible et ils vont induire la synthèse. Donc, dès que votre mitochondrie ne marche pas bien, dès que vous ne brûlez pas bien, vous faites de la synthèse. C'est quoi la mitochondrie ? Non, mais la mitochondrie, c'est cette petite la mitochondrie, c'est cette petite machine qui est à l'intérieur de la cellule, qui permet à la cellule de brûler et qui permet à la cellule de consommer l'alimentation. Et si cette petite machine, cette petite bactérie ne marche pas bien, eh bien vous allez aller en synthèse et vous allez tomber malade. Et dans l'ensemble des maladies, vous avez les mitochondries qui ne marchent pas. Alors ça va pour la dépression, ça va pour le cancer, ça va pour l'Alzheimer et ainsi de suite. Donc, mais c'est important à comprendre, de comprendre ces concepts-là, voyez. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'une cellule qui respire est une cellule qui va bien. Elle fabrique de l'eau, tout va, il n'y a pas de problème. Si elle respire mal, les voies de synthèse se mettent en place et il va y avoir des déchets. Les déchets, ça s'appelle l'inflammation, ça s'appelle les plaques amyloïdes de l'Alzheimer, ça s'appelle le cancer et ainsi de suite. Et dans tous les cas, le rôle du médecin, c'est de relancer ces mitochondries pour que ça brûle et ainsi de suite. Parce qu'on peut les relancer. Oui. Si vous voulez, ce qu'on comprend dans les années 50, c'est que quand ça brûle mal, il y a un excès d'électrons, il y a de la synthèse. Ce qu'ils ne comprennent pas à l'époque, c'est qu'on peut traiter ces malades par des vieilles molécules comme le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore ou ainsi de suite. Par exemple, si on fait un sport d'endurance, si vous faites ça rebooste nos mitochondries. Oui, et je conseille aux cancéreux de faire 5 km à pied tous les jours, évidemment s'ils le peuvent. Et on a montré, par exemple, que l'exercice de l'ordre de 5 km par jour a une efficacité au moins égale à la chimiothérapie dans le cancer du sein. Le bleu du méthylène, c'est pas nouveau, hein. C'est vieux comme le monde. À l'origine, ça n'a pas été pensé comme un médicament. Non, c'est le premier médicament de synthèse, ça remonte à 1876. C'est utilisé comme teinture parce que les Allemands veulent fabriquer de la teinture bleue pour ne pas avoir besoin d'utiliser l'indigo anglais. Et on comprend très rapidement, c'est en 1880, qu'on peut teindre les parasites et qu'on peut guérir des maladies comme le paludisme au bleu de méthylène. Et après, on essaye la lèpre, la tuberculose avec un certain succès, et ça nous amène au point fondamental de ce livre, qui est, en 1900, vous avez des dizaines de publications qui disent que le bleu de méthylène marche dans le cancer. Et la publication que je mets en exergue dans ce livre, mais il y en a plein d'autres,
C'est un dénommé Abraham Jacobi qui est connu, qui a été connu à l'époque, qui dit les cancéreux, vous leur donnez du bleu, ça arrête de pousser. Les tumeurs arrêtent de croître. Et c'est confirmé, il ne faut jamais l'oublier, dans un journal français qui s'appelle Le Poitou Médical, dans les années 1908, où un dénommé docteur Chrétien, dont on a oublié la mémoire, dit malheureusement on utilise moins le bleu de méthylène, mais ça marchait. Ouais. Donc déjà à l'époque. Qui a eu l'idée de traiter d'utiliser le bleu de méthylène dans l'indication cancer? Non, mais ils ont essayé surtout. À l'époque, il n'y avait pas de comité d'éthique, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, le médecin tentait. Et alors comme toujours, c'est une culture germanique, donc ça a commencé à Vienne. Et il y a des publications germaniques qui sont impossibles pour moi à lire parce que écrites en gothique et tout ce que vous voulez, mais qui disent déjà que ça marche. Et puis, vrai mystère, pourquoi ça s'oublie, pourquoi ça tombe en désuétude, et déjà dans les années 20, plus personne n'en parle. Nos grands-parents l'utilisaient en dilution pour les aftes, pour traiter les aftes. Ouais, dans le domaine du cancer, on voit revenir tous les 20 ou 50 ans des papiers. Il y a un papier en 1950 qui dit pour les chiens incurables qui ont des cancers, mettez du bleu de méthylène, ça marche. Publié dans la revue prestigieuse Nature, et puis ça s'oublie. Alors, c'est un médicament de la BASF, pour ceux qui... De l'industrie chimique allemande d'avant la guerre de 14. Oui, c'est ça. Donc, c'est une vieille molécule. Vous expliquez dans votre livre qu'actuellement, encore, les molécules qui fonctionnent dans le traitement des cancers sont des vieilles molécules. Alors, les molécules en chimio que l'on a actuellement restent des molécules des années 50-60. Les patients qui ont des cancers digestifs sont traités au cisplatine 1970 ou au 5-FU des années 60. Tout ça n'a pas énormément changé. Le bleu de méthylène dont je parlais plus avant a été oublié, mais les molécules que l'on a sont des molécules anciennes. Évidemment, il y a un shift ou un changement. L'industrie pousse aujourd'hui beaucoup les anticorps monoclonaux et ainsi de suite. Il reste à démontrer pour moi que ce soit des traitements qui changent fondamentalement le devenir des malades. J'aimais bien, alors il y avait dans le temps des données, chaque fois que quelqu'un meurt, vous avez un certificat de décès qui est rempli. Donc on sait de quoi meurent les gens, on peut faire des statistiques, ainsi de suite. Jusqu'en 2020, on voit assez clairement que l'évolution de la mortalité par cancer n'a pas énormément bougé. Elle baisse un peu, mais pas énormément, et elle baisse probablement essentiellement par l'arrêt du tabac. Et depuis 2020, les données ne sont plus publiées, donc je ne sais pas ce qui se passe exactement. Année Covid. Je pense que c'est une coïncidence. Ah, vous pensez? 2020 Oui, on pourrait dire ça. Enfin, toujours est-il qu'on n'a pas les données. Donc on ne peut plus les retrouver quelque part. Elles ne sont plus sur Internet, donc on ne sait pas l'impact que sont ces thérapeutiques modernes et chères qu'elles ont eu sur la population globale. Laurent Schwartz est avec nous, cancérologue, et qui publie Le bleu de méthylène aux éditions Thierry Soucard. Alors vous expliquez dans ce livre que le cancer est une maladie du métabolisme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va changer de point de vue. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une maladie du métabolisme? Ça veut dire qu'au fond, premièrement, que c'est une maladie simple. Le problème du cancer, c'est qu'on imagine qu'il y a des centaines de maladies différentes, différents sites, différents grades, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on raconte, et ce qui est confirmé par plein d'autres, c'est que c'est une maladie de la digestion du sucre. Et que dans tous les cancers, le sucre est mal brûlé, pour ces mitochondries dont on parlait avant, ça brûle mal, ça fait de la masse, la cellule se divise en deux, et ce qu'on comprend, c'est que c'est une histoire électronique derrière qui fait que ça brûle mal. C'est un changement radical de perspective. Ce que l'on avait espéré longtemps, c'est que le traitement du cancer allait être le fait de nouvelles molécules, de molécules chères que découvrait l'industrie, ainsi de suite. Pourtant, il y a des budgets qui sont il y a des budgets énormes qui sont dépensés chaque année pour qu'on trouve de nouvelles molécules. Et des profits qui sont tout sauf minuscules. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des vieilles molécules qui ne coûtent rien, qui lèvent cette fermentation cancéreuse, qui règlent ces histoires électroniques, et la cellule arrête de pousser. Et ça, on le démontre d'abord sur le papier, un travail d'intello, après chez les cellules, puis chez les souris, et heureusement, quelqu'un que je ne connais pas m'envoie par email les publications de cet Abraham Jacobi et de ses publications des années 1900. Moi, je ne connaissais pas ça. Et c'est
j'imagine un malade qui me l'envoie, et donc on a un corpus qui va du malade à la cellule et qui colle pour dire qu'il y a là une façon de changer radicalement le traitement du cancer. Mais aujourd'hui, le cancer n'est pas forcément vu comme une maladie du métabolisme par les autres. Oui, mais les révolutions viennent toujours quand on ne les attend pas. Et de dire que les choses sont simples, c'est aussi un acte révolutionnaire. Le cancer, c'est simple, c'est une maladie du métabolisme, c'est lié aux électrons, et vous avez toute une gamme de traitements. Alors j'en ai poussé 2 qui sont le dioxyde de chlore et le bleu de méthylène, mais il y en a plein d'autres, y compris l'ivermectine. Vous expliquez même dans votre livre comment les fabriquer. Oui, et puis au fond, moi je suis un médecin, je suis un chercheur, je ne suis pas un industriel, je ne suis pas un homme politique. J'ai atteint à la veille de ma retraite une forme de connaissance et je le mets sur la place commune. Et voilà, c'est tout ce que moi je peux faire. Je ne peux pas aller plus loin. Je peux dire aux gens, voilà ce qui a marché chez certains malades, voilà ce que les malades ont fait. Et puis voilà, vogue la galère. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement de dire que c'est une maladie du métabolisme ? Dans la façon de le soigner, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Ça change tout parce que vous ouvrez vers de nouveaux traitements, vous ouvrez vers des molécules simples, donc ça change le mode de traitement, ça change probablement les résultats, et on attend évidemment que le gouvernement fasse les essais, et ça change évidemment l'économie du cancer. On ne peut pas imaginer sur la durée qu'on ait à la fois des molécules qui ne coûtent rien, entre les 2 € le kilo du bleu de méthylène et les traitements qui valent 100 000 € par an. Il y a un moment où les 2 modèles ne peuvent pas fonctionner en même temps. Vous expliquez dans votre livre que, contrairement à ce qu'on pense, le cancer n'est pas une maladie héréditaire. La bêtise non plus, ou plein d'autres choses. L'hérédité est moins importante que ce qu'on croit. Le cancer est une maladie. Il y a des formes héréditaires qui sont rarissimes, mais c'est une maladie de la vieillesse. Et comprendre le cancer... Expliquez ça. C'est une maladie de la vieillesse. Il y a beaucoup de gens nous écoutent aujourd'hui. Ils ont tous dans leur entourage des personnes de 35, 40, 50 ans atteintes de cancer. Donc ils vont dire, mais non, qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est pas une maladie de la vieillesse. Oui, mais vous avez aussi de l'Alzheimer à 35, 40 ans. C'est évidemment rare, mais ça arrive aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une maladie de la vieillesse ? Ça veut dire que, on va dire que la grande majorité des gens qui développent un cancer aujourd'hui ont plus de 70 ans ? Oui, les 2/3 des cancers, c'est plus de 70 ans. Et évidemment qu'il y a des formes chez les jeunes, mais vous avez aussi des voitures qui tombent en panne tôt parce qu'il y a un gène, en l'occurrence un carburateur, qui ne fonctionne pas. Quand vous êtes mal fabriqué, entre guillemets, vous tombez en panne plus rapidement. Ça s'appelle les maladies du jeune. Le cancer est une maladie de l'homme âgé ou de la femme âgée. Comprendre le cancer, c'est aussi comprendre le vieillissement et aussi les autres maladies. Et ce qui est fascinant sur ce bleu de méthylène dont je parlais plus avant, c'est que vous prenez l'ensemble des maladies, et dans l'ensemble des maladies, vous avez des essais, souvent cliniques, qui montrent son efficacité dans la dépression, la schizophrénie, l'Alzheimer ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de maladie que je connaisse où le bleu n'ait pas été testé avec des résultats probants. Ce qui veut dire, là derrière, c'est que vous avez un tronc commun dans toutes ces maladies. Alors, vous expliquez dans votre livre les traitements utilisés aujourd'hui, l'arsenal, le protocole de soins utilisé dans le cancer, la chimio, la radiothérapie, les immunothérapies. Vous expliquez comment elles fonctionnent. Tout ça pour en arriver au mode de fonctionnement du bleu de méthylène. Donc finalement, le bleu de méthylène, il fonctionne comment sur une cellule cancéreuse ? Est-ce que par exemple, il va s'attaquer aux cellules cancéreuses ? Alors, comme toujours, il y a différents niveaux de réponse. Il joue sur ces électrons, je vous parlais plus avant. C'est un transporteur d'électrons. Ça ressemble à la FAD, qui est une molécule qui joue dans le site de Krebs. Il joue sur les électrons. Mais au fond, la façon dont on comprend aujourd'hui, c'est que ça marche à peu près de la même façon que la chimio, sans la toxicité. Le bleu de méthylène n'a pas de toxicité violente. Il est de temps en temps irritant pour la vessie. Comme je vous disais avant, son principal désinconvénient, c'est que vous pissez bleu. Mais c'est pas pire que ça. Vous n'avez pas la toxicité de la chimio. Et évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est des essais faits avec la chimio, en complément, sans chimio. Enfin, il y a toute une arborescence d'essais
qui sont possibles. Nous, on vient de publier qu'en conjonction avec la chimio, c'était plus efficace. Là, c'est un complément des deux, chimio et bleu de méthylène. Oui, et après, il y a la question sans chimio, qui est une question ouverte, à laquelle moi, j'ai pas de réponse, et ça dépend évidemment de la pathologie, du degré d'avancement, ça. Ce que je vois vous n'avez pas de réponse, ou vous n'avez pas de réponse validée? Ce que je sais de ce que me racontent les malades, parce que les malades parlent tout de même beaucoup, c'est qu'un traitement métabolique, quand vous avez un cancer en fin de course, qui a déjà eu N lignes, c'est-à-dire des chimiothérapies différentes, ça marche pas. Ça, c'est clair. Par contre, il y a pas... C'est pas, mais ça c'est important ce que vous dites, c'est pas le traitement de la dernière chance quand on a tout essayé. Je veux dire, le nombre de gens qui cherchent le traitement de la dernière, pour les gens qui sont en train de mourir, il y en a 13 à la douzaine. Mais ça marche pas. Par contre, ça gagne du temps dans les tumeurs un peu plus précoces. Dans le livre, je divise les cancers en 3 groupes. Moi, j'ai vu 2 groupes, mais vous en avez rajouté un troisième. Vous avez les cancers quasi bénins, j'en parle à peine. Type cancer de la peau, c'est pas méchant, hors les mélanomes. Et puis vous avez les cancers qui tuent en 3-4 ans et ceux qui tuent en 6 mois. Ceux qui tuent en 3-4 ans, vous les ralentissez. C'est ce que moi je vois, non randomisé, c'est ce que me racontent les malades. Sur les cancers qui tuent en 6 mois, ça ne marche pas encore. Mais ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas marcher à un moment ou à un autre en étant amélioré ceci ou cela. Les cancers agressifs. Alors donc ça marche comment sur les cellules? Parce que vous dites ça marche comme les chimios. Alors ça marche comment la chimio sur les cellules cancéreuses? Ça débloque cette fermentation qu'on connaît. La chimio, il y a une vraie question scientifique qui est tout sauf réglée, c'est comment marche la chimio. Alors, dans la ligne du parti, de ce qu'on raconte, ça tue les mauvaises cellules et ainsi de suite. Mais quand on fait une chimio chez quelqu'un qui a un cancer, vous ne voyez pas les cellules tuées, mortes, vous n'en trouvez pas de séquelles dans le corps. Par contre, le métabolisme se remet en place et vous arrêtez de fermenter. Et le bleu de méthylène marche comme ça. Donc, on pense que le bleu de méthylène et la chimiothérapie ont un mécanisme d'action qui est proche. Mais comme je le disais plus avant, la toxicité du bleu n'est pas la même que la toxicité de la chimio, elle est bien moindre. Donc, rappelez-nous ce que c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, parce que ça c'est intéressant. Et à quel moment vous l'appropriez? Vous revenez, on va dire, aux fondamentaux sur le cancer. Alors, j'essaie de revenir. Là encore, c'est un grand ancien. Warburg, c'est les années 20. Le bleu de méthylène, c'est 50 ans avant. Donc tout ça, ça ne remonte pas à hier. Ce qu'on comprend, nous, dans les années 2000, c'est que le cancer est un mode de fermentation. Et c'est le professeur Montagnier qui me met sur ce terrain-là. Et la fermentation, ça s'appelle l'effet Warburg. Ça veut dire que ça brûle mal le sucre. Ce qu'on comprend dans les années 2015, c'est que c'est lié aux électrons. Là encore, on redécouvre des papiers qu'il avait déjà montrés avant. Et le traitement, voilà. Ce que l'on a maintenant, c'est une impression forte que le système est congruent, ça marche sur le papier, ça marche sur les cellules, ça marche sur les animaux, et il y a pas mal de malades chez qui on a l'impression que ça marche. Alors après, ça devient un problème politique que moi je ne sais pas gérer, c'est pas de mon niveau, c'est pas mes capacités. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le sucre et les cellules cancéreuses? Le cancer est une maladie de la digestion du sucre, c'est mal digéré, ça brûle mal, ça fait de la masse, et ainsi de suite. Et ça, c'est lié à un phénomène électronique dont je parlais plus avant. Donc ça veut dire que c'est parce qu'on mange trop de sucre? Enfin, expliquez-nous un petit peu. Je vais reprendre. On voit cette épidémie d'obésité qu'il y a actuellement. Les gens mangent trop de sucre, ils font de l'Alzheimer, du cancer, du diabète et tout ce que vous voulez. Ils font toutes les maladies. Vous êtes obèse, vous êtes à risque pour tout. Parce que le sucre est à la base même du vieillissement, du cancer, de toutes ces maladies. Et dans toutes ces maladies, vous avez des troubles métaboliques. C'est vrai pour la schizophrénie, c'est vrai pour la sclérose en plaques, c'est vrai pour toutes les maladies. Et comme je vous disais plus avant, chaque fois que vous enlevez ces électrons par du bleu de méthylène et possiblement par du dioxyde de chlore, vous calmez ces maladies. Et il y a un essai derrière l'autre en psychiatrie, qui n'est pas mon domaine, mais enfin, que j'ai relu pour le livre, schizophrénie, troubles bipolaires, ainsi de suite, où le bleu marche. Donc on se retrouve avec une vraie question, c'est au fond, est-ce qu'on peut espérer trouver le traitement d'une large partie des maladies? Comment on le gère? Quel va être le traitement pour tout le monde? Et ainsi de suite. Il faut supprimer le sucre.
faut supprimer le sucre. Non, mais c'est une réponse simpliste. Mais Non, mais c'est une part de la réponse. L'obésité fait le lit de toutes ces maladies, c'est évident. Mais là, vous parlez d'obésité, vous ne parlez pas de sucre. Alors que non, mais vivre sans sucre, c'est pas que simple. Une tarte au Mirabelle que me fait ma femme, moi j'aime bien ça. Et vivre dans une vie raisonnable tout le temps, je ne suis pas un ayatollah. Hein. Non. Vous mangez du sucre. Je pêche. Avec Laurent Schwartz, qui est mon invité ce matin, vous publiez le bleu de méthylène. Ça, c'est une molécule qui vous est chère, Laurent Schwartz, qui est tombé un petit peu en désuétude aux éditions Thierry Soucard. Le livre est passionnant. On apprend énormément de choses sur l'histoire du traitement du cancer, hein, et pas simplement avec le bleu de méthylène. Qui est JD ? Ah, vous m'aviez posé la question la dernière fois. Mais c'est la première fois qu'on se voit. C'était le premier patient qui a eu de la chimio. Et la chimio, dérivée des gaz de combat en 1942, nettoie son lymphome. Et comme beaucoup de malades aujourd'hui, ça rechute relativement rapidement après. Ce que je voudrais dire, c'est que les révolutions arrivent, on le voit politiquement, ainsi de suite. Là, on a l'impression qu'on est sur une révolution possible du traitement, et une révolution favorable. On a l'impression, à tort ou à raison, qu'on a compris pas mal de choses, et que le cancer puisse être amendé. Et qu'au fond, le travail d'explorateur, le seul que moi je sache faire, il est fait. Tout ça, évidemment, peut se moduler. Il y a plein d'essais encore à faire, de choses à confirmer, et ainsi de suite. Mais à un moment ou à un autre, la raison de ce livre, c'est pas de vendre des copies, je veux dire, très bien si j'en vends, mais je veux dire, c'est pas mon sujet, c'est de mettre tout ça sur la place commune. Et que les malades, les proches des malades, puissent, d'une certaine façon, s'approprier tout ça. Donc j'ai écrit un bouquin que j'espère lisible. J'ai enlevé toutes les équations parce que je pense que les gens n'ont pas envie d'avoir... Non, vous avez laissé quelques équations simples. Non, enfin, bon, mais je voudrais que les gens puissent commencer à s'approprier tout ça. Et j'espère le mieux pour les malades. Le cancer, c'est le clonage en mode fermentation. Pas mal. C'est de vous, hein. C'est de moi qui ai écrit ça? Ouais. C'est okay. Sur un petit schéma. Parce qu'il y a des schémas. Ah, c'est pas vous qui avez écrit votre livre. Je vous taquine. Non, il y a énormément de choses dans votre livre. Alors, il y a ce que vous appelez votre protocole. D'une certaine façon. Mais le protocole est un terme diplomatique. Hein. Ouais. Bah oui, un protocole diplomatique, d'accord. En cancérologie, on dit quoi alors? Non, on dit protocole, mais... Donc on dit bien protocole aussi. Oui, donc j'ai essayé... C'est plutôt mauvais signe, hein, quand on commence à vous parler en cancérologie du protocole, là, c'est mauvais signe. C'est mal barré. Ouais, c'est mal barré. C'est mal barré. Ouais. Et quand on vous fait signer des papiers, c'est aussi mal barré. Quitte à répéter ce que j'essaie de vous dire, on a tout un faisceau d'argumentation pour suggérer que le cancer soit une maladie électronique qui entraîne des problèmes du métabolisme. Maintenant, on a un bout du traitement, mais tout ceci est largement améliorable. Et quitte à me répéter, ça ne marche pas dans les cancers en fin de circuit, en fin de course. Là, ça ne marche pas. Et on a besoin d'inventer là quelque chose de plus puissant. Alors, pour qu'on explique aux gens, votre protocole, c'est une association de plusieurs choses. C'est une association de molécules. Il y a évidemment le bleu, il y a le dioxyde de chlore, il y a d'autres molécules. Le bleu, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas des gélules que vous allez chercher à la pharmacie. Hein. Si, ça se trouve à la pharmacie. Enfin, ça se trouve sur ordonnance. Il y a des gélules, toutes faites, toutes dosées. Non, le pharmacien met un gélule. Non, voilà, c'est le pharmacien qui les prépare pour vous. Oui. Donc voilà, bon. Alors, il n'y a pas de labo qui commercialise des gélules de bleu de méthylène. Non, parce que le marché est improtégeable. Le bleu ne coûte pas grand-chose. Je vous disais 2 € le kilo avant. Alors c'est un peu plus cher si vous voulez du bleu propre. Mais je veux dire, ça ne coûte rien. Et il n'y a pas de marge majeure à se faire là-dessus. Donc il y a le bleu, ensuite... Il y a le dioxyde de chlore, il y a l'acide lipoïque, il y a l'hydroxycitrate. Enfin, tout ceci est écrit. Après... Tout ceci est amendable. Et évidemment, à un moment, on va trouver mieux que le bleu, un bleu qui soit incolore ou je ne sais trop quoi. Le dioxyde de chlore peut donner des diarrhées et surtout, il dégage une odeur de piscine. Tout ceci est amendable. Mais le fait qu'on ait affaire à une maladie électronique, que ces pressions électroniques entraînent une fermentation, ça va rester.
Et je pense que l'histoire, elle est scientifiquement bonne. En fait, c'est Warburg plus l'électronique. C'est électronique causant Warburg. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Ouais. ça que vous avez rajouté finalement à quelque chose qu'on savait depuis 100 ans. Oui, vous savez, on a essayé de faire une symphonie de pièces de musique qui existaient déjà. Le Bleu 1876, Warburg 1920 et Szent-Györgyi 1950. Et vous mettez tout ça ensemble et vous avez possiblement un vrai progrès. Pourquoi dites-vous des radicaux libres, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui ne sont pas nos ennemis ? Oh là là, ça c'est un peu compliqué. Les radicaux libres sont à l'origine de la vie. Nous vivons parce qu'il y a des radicaux libres. Et au début de la vie, c'est les électrons qui créent des radicaux libres qui après vont entraîner la vie. Voilà. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous expliquez qu'il ne faut pas modifier le traitement du cancer lorsque celui-ci est efficace. Évident. Primum non nocere. Il ne faut surtout pas maltraiter les gens. Le traitement du cancer, il y a des fois où ça marche, il ne faut surtout rien bouger. Ça se discute avec son oncologue. Après, il y a évidemment tous ces gens pour lesquels soit une chirurgie délabrante comme une prostatectomie, ou pour lequel il n'y a pas grand-chose à faire, on a le droit de proposer autre chose, toujours sous réserve de suivi très rapproché. Et peut-être un des messages les plus importants du texte que j'ai, c'est qu'il faut suivre les malades de façon rapprochée. Vous avez un diabète, on pique la glycémie 3 ou 4 fois par jour. Et vous faites les marqueurs tumoraux, comme le PSA, dans une tumeur tous les 2 mois, ça ne marche pas. Il faut doser ça beaucoup plus fréquemment. C'est-à-dire, à quelle fréquence ? Au moins toutes les semaines. Il faut suivre. C'est-à-dire que chaque famille de cancer a son marqueur tumoral. Pas tous, mais une grande partie, et on peut suivre ces malades. On connaît le PSA pour la prostate, mais il y en a d'autres. Il y en a tout un herbier avec lesquels on peut suivre les malades. Les cancéreux sont souvent négligés, c'est-à-dire qu'on leur fait des traitements chers, et puis on les revoit tous les 2 mois pour voir si ça marche. Il faut les suivre de façon beaucoup plus proche. Alors, vous proposez un sondage dans votre livre. Alors, selon une estimation approximative, vous nous expliquerez ce que c'est qu'une estimation approximative. Sur 100 patients guéris, la chirurgie est responsable de 90% des guérisons, la radiothérapie de 8% des guérisons et la chimio de 2% des guérisons. C'est un vrai sujet. C'est une vérité première. Le cancer, vous arrivez à l'enlever soit par la chirurgie, soit par la radiothérapie, vous avez une chance de survivre. Un cancer métastatique, à quelques exceptions près, c'est pas bon pour la survie. Et à un moment, vous savez, c'est toujours cette difficulté que j'ai ou que n'importe qui a de dire la vérité. Mais de temps en temps, si on veut avancer, il vaut mieux savoir les choses comme elles sont. La chimio, si elle guérissait les malades, dans les cancers les plus fréquents, ça se saurait. Et ça ne marche pas, et il n'y a qu'à voir la tête des malades quand on leur annonce la chimio pour savoir qu'ils le savent. Vous vous intéressez à la prévention des cancers. Quelle est, selon vous, la prévention idéale d'un cancer ? D'abord, je ne sais pas, ni fumer ni boire, ça tout le monde le sait. Et je pense que la meilleure prévention, je ne suis pas très activiste pour moi-même, je pense qu'il faut vivre et vivre heureux. Je pense que tous ces gens qui s'obsèdent par prendre 36 traitements pour ne pas vieillir et ainsi de suite, ou pas avoir de cancer, ils passent à côté de leur vie. Vieillir n'est pas un drame. Se transformer en sage, ce n'est pas forcément dramatique. Et aujourd'hui, on ne sait pas prévenir les cancers. Il est évident que les traitements... On ne sait pas prévenir les cancers. On ne sait pas le faire, enfin, à part les trucs d'hygiène que vous connaissez. Alors, il y a une hygiéno-diététique, mais bon, voilà. Oui, mais je veux dire... Mais ça ne marche pas ? Si, pas fumer, pas boire, évidemment, pas inhaler de l'amiante et compagnie, très bien. Mais une fois que vous avez dit ça, pour la majorité des cancers, on ne sait pas faire. Et évidemment, le bleu, tout ça, ça pourrait très bien marcher en prévention. Et probablement, ça marche en prévention. À quel point est-ce qu'il faut angoisser les gens dans une société qui est déjà très, très angoissée ? Ça, j'en sais rien. Et puis peut-être qu'il y a mieux après la mort, hein, c'est un autre sujet, ça. J'ai d'autres émissions, si vous voulez, pour en parler, Laurent Schwartz. Vous serez le bienvenu, on pourra avoir cette discussion. Le cancer est comme une plante, pour qu'il pousse, le sol doit être favorable, riche en sucre. Ça, c'est la punchline, ça fait ma journée. Voilà, bah c'est vrai. Je peux rien vous dire de plus. Ouais. Le glucose, l'ennemi. Quel regard portez-vous sur
sur des régimes, alors par exemple le régime cétogène, par exemple, les détox sucrés, les jeûnes? Ma religion n'est pas faite. Sur le cétogène, j'ai publié plusieurs articles pour dire que potentiellement c'était dangereux pour le cancer. Alors qu'ils sont utilisés, par exemple, en chimio, aux États-Unis, par exemple. Oui, mais il n'y a pas de données claires dans la littérature. On est dans une sorte de magma où personne ne sait. Et chaque fois qu'on a voulu faire des essais sur le régime cétogène, il y a eu des problèmes de financement et ainsi de suite. Au fond on est dans une incertitude complète. Je pense que mon rôle à moi, pour revenir, c'est de redistribuer les cartes. Mais le jeûne, par exemple. Par exemple, le jeûne... ça dépend si vous êtes obèse. Il y a cette théorie qui dit qu'en fait, ce qu'il faut, c'est affamer les cellules cancéreuses. Ne vous affamez pas avec le jeûne seul. Ça serait trop simple. Quand vous ne mangez pas... Moi, je viens de faire un jeûne d'une semaine, c'est vachement agréable. Mais ma glycémie était tout de même non nulle. Parce qu'on synthétise du sucre et ainsi de suite. Je n'ai pas de religion sur le régime. Je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Vous dites et vous expliquez qu'il faut du courage pour relancer les vieux médicaments. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie de profit, les big pharma, et qu'aujourd'hui, le cancer, c'est peut-être même la dernière source de profit. Le cancer coûte à la société 25 milliards d'euros. Vous imaginez ce que ça ferait si on était capable de trouver un traitement qui économise une partie? Ça diminuerait peut-être une partie des hausses d'impôts qu'on nous annonce. Évidemment, l'industrie, c'est son rôle, ne va chercher que des molécules où elle peut faire du profit. Maintenant, la société peut-être aussi a envie de prendre des médicaments plus efficaces et moins chers. Ça, c'est des problèmes politiques. Est-ce qu'il vous arrive d'être bluffé par certaines innovations en termes de traitement du cancer? On communique énormément sur les immunothérapies aujourd'hui. Il y a des expériences qui sont menées notamment aux États-Unis sur le cancer du pancréas. Est-ce que ça vous bluffe? J'aimerais bien te bluffer. Vous savez, c'est pas facile de venir proposer des traitements qui sont bon marché, qui sont ainsi de suite. Je préférais que ça marche tout seul. Moi, ce que je voudrais, c'est que mes malades vivent. Je ne veux que ça. Mais est-ce que parfois moi j'ai vu des miracles? Sincèrement pas. Mais je récupère des gens qui vont pas bien. Mais des miracles, j'en ai pas vu. C'est pour ça que je voudrais les courbes de mortalité par cancer entre 2020 et 2024, pour voir s'il y a quelque chose qui a changé. C'est ça que je voudrais voir. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'il y ait des essais cliniques sur les effets du bleu de méthylène? Une volonté populaire. Populaire ou politique? Ça va normalement ensemble. Personne peut financer ce genre d'études? Ça coûte rien. Hein. Ça coûte pas grand-chose. Ce qu'on a l'impression de voir sur les malades est majeur. C'est pas très cher. C'est des problèmes politiques. Et comme je vous disais plus avant, moi je suis pas un homme politique et je le serai jamais. Mais vous étiez au Sénat il n'y a pas très longtemps pour une conférence. Oui, où les malades ont parlé. Donc, vous n'êtes pas un homme politique, mais vous avez compris que finalement, si vous voulez que les choses avancent, il faut aussi se rapprocher des lieux d'État. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je n'ai pas la main. Moi, j'ai la main dans une réécriture de la maladie pour la rendre compréhensible et relativement simple. Le but du traitement métabolique contre le cancer n'est pas de guérir le patient, mais de lui permettre de survivre. C'est déjà pas mal. On fait ce qu'on peut dans la vie. Bon, Laurent Schwartz était avec nous ce matin. Alors, je rappelle que votre nouveau livre vient de sortir. C'est un plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, il y a cette histoire du bleu de méthylène, mais au-delà, il y a toute l'histoire des thérapies qu'on a utilisées en 200 ans pour combattre le cancer. Le livre s'appelle Le bleu de méthylène chez Thierry Soucard. Vous réécouterez l'émission en podcast et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous avez vu qu'on a mis les grands moyens ce matin, Laurent Schwartz, puisque vous avez vu, je ne sais pas combien de caméras pour vous filmer. Je voulais aussi dire tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Robichon. Oh, c'est un plaisir que de vous rencontrer. On parle de masterclass, mais c'est vrai que souvent, les idées nouvelles viennent d'une façon différente de voir les choses. Elle ne peut pas venir des institutions. Et très belle journée santé sur Beurre FM.